Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, acceptent une mission impossible, traverser les lignes ennemies afin de contacter une unité alliée qui s'apprête à tomber dans un piège mortel. Un objectif simple et clair défini rapidement, une mission, une demi-journée, bam. J'ai une expérience à vous proposer. Lancez un débat sur 1917 et écoutez. Je vous parie qu'à tous les coups, mais alors à tous les coups, sera utilisée la formule « le fond et la forme ». Et cette expression qui dissocie les deux éléments fondamentaux d'une œuvre apparaît très souvent lorsqu'un film semble délaissé l'un pour l'autre. Quand il s'agit de fond supérieur sur la forme, on pense souvent aux comédies et particulièrement aux comédies françaises, comme par exemple Les Bronzés, Bienvenue chez les Ch'tis ou Le Dîner de con. Et quand il s'agit d'une forme jugée supérieure au fond, on cite souvent Birdman, The Revenant ou encore Gravity. Et 1917 semble s'inscrire dans cette dernière tendance. Il se réfère à Birdman via l'usage d'un plan séquence unique sur tout le film, à The Revenant via le rythme et l'aspect jeu vidéo survival, et à Gravity pour sa démarche immersive. Dans 1917, les personnages ont-ils une vraie personnalité? Pas vraiment. Simplement une détermination quasi sans faille. Les personnages font-ils des choix? Pas vraiment. Les deux soldats sont appelés sans savoir pourquoi et sans possibilité de refus. Et quand un petit doute plane, il est très vite balayé par une péripétie. En apprend-on sur la psychologie? Ont-ils des choix moraux? Pas vraiment non plus. Sauf peut-être le sauvetage du pilote allemand, et qui se passe si vite et dont la conséquence apparaît si violemment que l'on n'a pas le temps de se demander qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Ils n'hésitent pas, ils avancent, ils avancent. Le film serait alors sur ce mouvement infini, le fait qu'une guerre n'a pas de pause, ce qui est marrant venant de Sam Mendes qui a réalisé Jared, un film qui est justement une énorme pause au milieu de la guerre, une attente infinie face à l'absence de combat. J'ai ressenti de la tension, du choc, de l'apaisement parfois, mais en fait à chaque fois avec une impression de faux, comme si j'étais trop conscient d'être au cinéma, comme si la forme ostentatoire et les choix qui en découlent créaient une distance. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué avec Dunkerque, qui avait pris le parti de ne donner aucune identité à ses personnages, pas de nom, pas de passé. Je comprends le concept, c'est intéressant pour ressentir justement le côté aléatoire de la guerre, mais du coup l'identification en devient assez impossible. Et ici c'est pareil, on est exclu de ces personnages, on est immergé dans leur aventure, mais pas dans leur ressenti. En gros, on ressent de l'empathie, mais on ne s'identifie pas. Et c'est vraiment à la toute fin que Sam Mendes autorise un regard intime, via la photo que le personnage nous cache pendant tout le film, le moment le plus doux et peut-être le plus poétique, mais qui intervient un peu tard. Donc si on prend en compte l'envie d'immersion de 1917, on peut dire qu'il offre au spectateur une expérience fidèle mais impersonnelle de la Première Guerre mondiale, une retranscription. Retranscrire une tension, une saleté, une angoisse, les rats, la boue, voilà la véritable réussite de 1917. La réalisation est minutieuse, la musique fonctionne bien et le rythme est parfaitement géré. Les décors sont complètement fous. J'ai rarement eu autant l'impression de marcher dans la boue. Et bien sûr, la photographie sublime de Roger Deakins qu'on ne présente plus. Il faut savoir que si les personnages n'ont pas existé, l'histoire est inspirée de souvenirs racontés par Alfred Mendes à son petit-fils, Sam Mendes. Le grand-père du réalisateur fut engagé dans l'armée britannique et envoyé au front à l'âge de 19 ans. De petite taille, il faisait 1m62, il avait été choisi pour délivrer des messages. Et pour l'anecdote, Papy Mendes raconte dans son autobiographie être tombé amoureux d'une Française, et c'est probablement de cette aventure que s'inspire la scène de la femme seule dans 1917. Sam Mendes a dit « Le film ne relate pas son histoire, mais s'attache plutôt à évoquer son esprit ». Et si l'histoire est fictive, les Allemands ont bel et bien effectué un retrait stratégique et militaire entre le 9 février et le 20 mars 1917. C'est l'opération Alberich. Alberich? Un postiche? Tout à coup, raconte Sam Mendes, les Anglais ne savaient plus quoi faire dans une région où ils s'étaient battus pendant des années mais qu'ils ne reconnaissaient plus. Les Allemands avaient presque tout détruit. Si le film Dunkerque avait le mérite d'avoir été tourné dans la ville où se situait l'histoire, cette fois, le Pas-de-Calais est représenté par les paysages d'Angleterre et d'Écosse. Et du coup, on se retrouve avec des rivières, des rapides, des cascades, alors que j'ai vérifié, il n'est pas censé y en avoir aux abords d'Écoust-Saint-Maine. Le film s'ouvre sur une date. 6 avril 1917, qui est le jour d'entrée en guerre des États-Unis. Et vraiment, je comprends pas pourquoi. Pourquoi commencer par cette date? Quel est le rapport avec la suite du film? On est d'accord qu'il n'y a pas un Américain en 1917. On parle d'Anglais qui galèrent en France. Et malheureusement, c'est le problème, ce film souffre de l'américanisme qu'on retrouve dans tous les films de guerre. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est d'observer la place des Français dans ce film. Dans Dunkerque, c'était déjà catastrophique. Et ici, c'est pareil. Le seul individu français, c'est même pas un militaire, c'est une femme cachée et qui essaie de le détourner de sa mission. Respectez-nous! Où sont donc les Français dans ces guerres qui ont lieu en France? Je veux bien qu'il y ait des choix d'axes ou de points de vue, mais il faut quand même respecter un minimum de justesse quand on traite de l'histoire. Alors en 2020, la retranscription et l'exploit technique sont-ils suffisants pour faire un grand film? Pour certains,
oui, pour d'autres non. Il semblerait que les spectateurs se divisent en deux catégories, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Non. Ceux qui favorisent le sensoriel et ceux qui favorisent l'intellectuel. Le premier fait appel à nos sens, le deuxième à notre intellect. Mais pour moi, le fond et la forme sont indissociables. Un chef-d'œuvre ne peut pas uniquement se concentrer sur l'un ou sur l'autre et faire abstraction de l'un ou de l'autre. Il est justement la sublime rencontre entre les deux. Et malheureusement, avec 1917, la rencontre n'opère pas. On est impressionné par ce que l'on vit, mais un sentiment de manque perdure. Il manque une couche, quelque chose de mystérieux ou de mystique, quelque chose de poétique qui révélerait la nature humaine ou qui le ferait avec plus de passion, plus d'originalité et moins de factuel. Il manque une beauté profonde dans cette vérité esthétique, il manque l'essence même du cinéma, l'invisible que l'on voit, l'inexplicable que l'on comprend et l'impalpable que l'on tutoie quelques instants. Elle est pas évidente celle-là. Hein. Ouais non mais faut digérer, je vous envoie des belles phrases, peut-être je dis de la merde aussi, hein. Faut réécouter. J'espère que cette critique vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parlez-moi du film, quel est votre ressenti, j'imagine que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi. Envoyez. Et surtout, abonnez-vous parce que c'est vraiment très important pour soutenir et pour continuer à avoir du contenu. Et mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est quoi? C'est un clic, un petit pouce? C'est un clic, un petit pouce?